Le Saoudien arrêté à l'aéroport de Roissy était lié au commando impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris assure qu'il y a erreur sur la personne. Il n'aurait aucun lien avec l'affaire. Des vérifications sont en cours. C'est un face-à-face virtuel sur l'Ukraine qui a tourné au dialogue de sourds. Le président Joe Biden a demandé à son homologue russe des garanties qu'il n'envahirait pas son voisin. Vladimir Poutine, lui, veut des garanties que l'OTAN ne s'élargira jamais à l'Ukraine. Et puis le Chili a dit oui au mariage pour tous. Le Parlement a enfin adopté l'union entre personnes de même sexe. À quelques jours du second tour de la présidentielle, le projet de loi avait été déposé il y a 4 ans. C'est un grand jour pour la communauté LGBT. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est une interpellation qui tombe mal pour Emmanuel Macron. 3 jours après ses retrouvailles avec l'homme fort de Riyad, le prince héritier Mohamed Ben Salman. Un Saoudien a été arrêté ce mardi à l'aéroport de Roissy en vertu d'un mandat d'arrêt international émis par la Turquie. Il est soupçonné d'appartenir au commando qui a assassiné le journaliste Jamal Khashoggi. Problème, l'ambassade saoudienne en France assure qu'il y a erreur sur la personne. David Gilberg. L'arrestation a eu lieu dans la matinée de mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Un Saoudien de 33 ans est interpellé par la police aux frontières alors qu'il s'apprête à embarquer pour rentrer dans son pays. Celui-ci serait Khalid Al-Otaibi, membre du commando venu de Riyad, qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 dans le consulat du Royaume à Istanbul. Il faisait partie du groupe responsable de la réception du corps ou des bouts du corps de M. Khashoggi et a priori, il ferait partie de ceux qui ont déterminé où ce corps allait être caché. Donc cet individu pourrait avoir des informations extrêmement importantes pour la justice et pour la famille. L'Arabie saoudite parle d'une erreur d'identité, mais des sources policières françaises confirment qu'il s'agirait bien de cet homme qui aurait voyagé plusieurs fois en France ces dernières semaines. Un mandat d'arrêt international contre lui et ses complices présumés avait été émis par la Turquie. Actuellement en rétention judiciaire, il pourrait être extradé vers ce pays. La veuve de Jamal Khashoggi s'est félicitée de son arrestation. Je salue l'arrestation aujourd'hui en France de l'un des meurtriers de Jamal. La France doit le juger pour son crime ou l'extrader dans un pays capable et désireux d'enquêter et de le poursuivre, de même que la personne qui a donné l'ordre de tuer Jamal. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations, notamment de la CIA, le prince héritier Mohamed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. L'arrestation de ce mardi sur le territoire français intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad. Une visite justement critiquée pour avoir remis sur le devant de la scène le régime à l'origine du meurtre de Jamal Khashoggi. Riyad assure donc que les autorités françaises font fausse route. Ce Saoudien a été placé en rétention judiciaire. Le temps de vérifier son identité, une procédure qui peut durer 48 heures. Mais que sait-on à ce stade? On fait le point avec notre spécialiste justice Karima Kiki. Riyad dit qu'il s'agit d'un homonyme. En réalité, vous savez que les noms saoudiens sont souvent des noms triples, voire parfois quadruples. L'Arabie saoudite a dit qu'il s'agissait d'un homonyme. En attendant, les policiers français qui l'ont appréhendé ce matin et mis en centre de rétention administrative ont vérifié les fichiers. Pour eux, il s'agit de cette personne-là. Les vérifications sont toujours en cours, notamment dans le fameux fichier BCN. C'est le fichier central d'Interpol, car l'avis d'arrêt a été émis par Interpol et non pas par les Français. Donc les Français ne le connaissaient pas, en d'autres termes. D'après les informations que j'ai, il aurait fait plusieurs voyages en France. On a des traces de cette personne-là qui serait venue en France plusieurs fois. Et là, les policiers, ou en tout cas les services judiciaires, avant de le présenter à un quelconque parquet ou une cour d'appel pour signifier ou pas sa garde à vue, pour signifier ou pas s'il va être extradé ou pas, on est en train de vérifier son identité, son parcours. Et là, les policiers, pour eux, il s'agit bien de la bonne personne qui a fait ces voyages-là. Il a 30 ans, il a été identifié à travers ses papiers d'identité, il a fourni des papiers d'identité vrais, il a voyagé selon sa véritable identité et il est présenté comme un ancien membre également
la garde saoudienne. C'est quoi cette garde saoudienne? C'est une troupe d'élite qui est en dehors de l'armée régulière et qui a pour objectif des opérations spéciales. Donc voilà pour l'instant les informations dont on dispose. L'homme, pour l'instant, n'a pas d'avocat. Il est incarcéré dans le CRA, ce qu'on appelle le centre de rétention administrative, le temps de judiciariser son arrestation, soit pour une mise en examen éventuelle, soit pour une procédure d'extradition qui pourrait commencer dès demain matin. Et on en vient maintenant à cette rencontre virtuelle de 2 heures entre Joe Biden et Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Chacun a exigé des garanties de l'autre camp. La Maison-Blanche dit que le président américain a fait savoir que la Russie s'exposerait à de fortes sanctions en cas d'invasion de son voisin. Le président russe a lui exigé que l'OTAN ferme la porte à l'Ukraine. Les précisions de Bilal Tarabé. Hello. Приветствую вас, господин президент. Good to see you again. Un président américain amical et un Vladimir Poutine détendu, c'est ce qu'a montré la télévision russe en diffusant le tout début de la conversation entre les deux hommes. Mais le sujet du jour est extrêmement tendu, l'escalade militaire à la frontière avec l'Ukraine, et chaque parti défend ses positions. Washington menace Moscou de sanctions économiques fortes, entre autres, en cas d'invasion russe de l'Ukraine. Joe Biden a dit à Vladimir Poutine que si la Russie envahissait l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés européens répondront avec des sanctions économiques fortes. Nous fournirons du matériel de défense supplémentaire à l'Ukraine, supérieur à celui que nous lui fournissons déjà. Et nous renforcerons nos alliés sur le front Est avec des moyens supplémentaires. Le Kremlin, de son côté, a choisi de répondre par un communiqué et déclare « La Russie a un intérêt sérieux à des garanties juridiques sûres, excluant un élargissement de l'OTAN à l'Est. » Moscou affirme aussi que les deux dirigeants se sont entendus pour demander à leurs représentants d'entamer des consultations de fond sur ces sujets sensibles. Depuis plusieurs semaines, la tension monte à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir amassé des soldats sur leurs frontières communes afin de préparer une agression. Sur ce dossier, les États-Unis veulent montrer qu'ils ne font pas cavalier seul. Joe Biden a appelé ses alliés occidentaux, dont Emmanuel Macron, après sa conversation avec Vladimir Poutine. Le président français doit d'ailleurs s'entretenir avec ses homologues russes et ukrainiens dans les prochains jours. Sur le front de la pandémie, maintenant, l'heure est aussi à la désescalade face à la panique mondiale suscitée par l'apparition du nouveau variant Omicron. L'Organisation mondiale de la santé a tenté de calmer les esprits ce mardi en assurant que ce nouveau variant ne provoque que des formes légères actuellement. Les médecins sud-africains font état de cas bénins en grande majorité. L'organisation rassure aussi sur l'efficacité des vaccins existants qui ne seraient pas réduites, même si sa plus grande contagiosité se confirme. La gestion de la crise sanitaire, elle, continue de susciter la colère dans le monde. En Belgique, ils étaient près de 4000, selon la police, dans les rues de Bruxelles, contre l'obligation vaccinale pour les soignants. Le gouvernement veut en effet l'imposer dès le 1er janvier. Une petite minorité, près de 10%, ne serait pas immunisée, selon une étude. Le récit d'Axel Simon. Le gouvernement belge a l'intention d'imposer la vaccination aux soignants à compter du 1er janvier et certains ne l'entendent pas de cette oreille. Ils l'ont fait savoir mardi dans les rues de Bruxelles. Nous, on est là pour une liberté de soigner et on veut nous imposer des règles que nous ne respectons pas. On est pour la vaccination, mais maintenant, on part d'un principe que pourquoi que le personnel soignant? Parce que tout le monde doit être vacciné. C'est tout le monde ou c'est personne. Environ 10% des soignants en Belgique ne seraient pas vaccinés. Selon les détracteurs du projet gouvernemental, cette obligation vaccinale aura pour conséquence d'aggraver la pénurie de personnel dans les hôpitaux. La mesure prévoit que les soignants non vaccinés seront suspendus d'exercice à partir du 1er janvier, tout en disposant d'un délai de réflexion pour changer d'avis. L'hypothèse d'un licenciement au bout de 3 mois a été finalement abandonnée. Mais dans le cortège des manifestants, viennent aussi se greffer d'autres revendications du secteur médical. Ça fait des années que les politiques font des économies sur les soins de santé. Ça fait des années qu'ils se targuent d'avoir fait des 300 millions d'économies sur un budget afin d'arriver à l'équilibre. Il faut arrêter ce clivage-là et arrêter de regarder l'arbre qui cache la forêt. Le problème, c'est le manque de lits et le manque de valorisation du métier.
Certains hôpitaux ont déjà prévenu qu'ils ne pourront pas respecter la loi si elle est votée. Notamment les établissements où des dizaines de lits sont encore indisponibles, faute de personnel. Selon certains directeurs, 10% d'entre eux seraient actuellement fermés. Et on s'arrête maintenant sur ce jour historique au Chili. Le pays a dit oui au mariage pour tous. Le Parlement a adopté l'union entre personnes de même sexe à quelques jours du second tour de la présidentielle. Une mesure soutenue par le président sortant, le conservateur Sebastián Piñera, qui doit encore promulguer cette loi. Elle doit aussi permettre aux couples homosexuels mariés d'adopter des enfants. Regardez. Les militants du Movil, le principal mouvement en faveur de l'égalité des homosexuels au Chili, peuvent manifester leur joie. Car mardi, le Parlement a voté en faveur du mariage entre personnes de même sexe. Après l'approbation du Sénat, la Chambre des députés s'est prononcée à 82 voix pour le mariage pour tous, 20 contre et 2 abstentions. Jusqu'à présent, les couples homosexuels pouvaient s'unir seulement par un pacte d'union civile en vigueur depuis 2015. Une avancée qui valide un projet de loi déposé en 2017 à l'initiative de la présidente socialiste d'alors, Michelle Bachelet. Ces 4 dernières années, le projet a été constamment combattu par le bloc le plus conservateur de la droite chilienne au pouvoir, mais parallèlement, il a toujours obtenu une majorité de oui à chaque étape du processus législatif, dans un Parlement dominé par l'opposition. Le président conservateur Sebastián Piñera, qui achève son mandat en mars prochain, doit encore promulguer la loi. Elle permettra aussi aux couples homosexuels mariés d'adopter des enfants. On en vient à cette action judiciaire inédite quand des réfugiés Rohingyas portent plainte contre Facebook. Cela se passe aux États-Unis. Une plainte collective a été déposée auprès d'un tribunal de Californie par des réfugiés Rohingyas. Ils estiment que le réseau social a laissé se propager sur sa plateforme des messages de haine visant leur minorité ethnique. Ils affirment que l'algorithme du réseau social favorise la désinformation et les idéologies extrémistes. La plupart des Rohingyas de confession musulmane ont été victimes d'une campagne violente de répression en Birmanie, pays à majorité bouddhiste où ils sont considérés comme des clandestins. Ils ont depuis 2017 trouvé refuge au Bangladesh. On referme cette édition avec une restitution, une victoire face à ceux qui volent l'histoire du pays. C'est avec ces mots que les autorités irakiennes ont salué la restitution par les États-Unis d'une tablette de Gilgamesh, un trésor d'archéologie mésopotamien vieux de 3500 ans. Une tablette qui aurait été volée pendant la première guerre du Golfe. Ashren Verdian. 3 objets inestimables restitués à l'Irak par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Une tête de bélier, une tablette sumérienne et surtout cette autre tablette en argile dite de Gilgamesh, recouverte de caractères cunéiformes. Récit des aventures d'un puissant roi mésopotamien en quête d'immortalité. La tablette est considérée comme l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité. Les autorités irakiennes parlent d'un jour historique. La tablette de Gilgamesh est une tablette en argile vieille de 3500 ans où figurent des inscriptions en sumérien. Cette œuvre, le musée de la Bible de Washington l'a rendue à notre ambassade aux États-Unis. La tablette de Gilgamesh aurait été volée dans un musée irakien ou sur un site archéologique durant la guerre du Golfe en 1991. Son histoire a depuis été chaotique, décrite en septembre dernier lors de la cérémonie officielle de restitution. La tablette est apparue au Royaume-Uni en 2001. Elle a été introduite clandestinement aux États-Unis et vendue pour $50 000. De faux documents ont permis sa revente et son transport vers d'autres pays avant qu'elle ne revienne aux États-Unis. En un an, l'Irak a récupéré des États-Unis près de 18 000 pièces archéologiques, pour la plupart vieilles de 4 000 ans. Le pays souffre du pillage de ses antiquités depuis des décennies, une réalité aggravée par l'invasion américaine de 2003 et l'arrivée des djihadistes du groupe État islamique 10 ans plus tard. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est dans 15 minutes. Restez sur France 24. À tout à l'heure.